télévision roumaine à l'époque socialiste. Donc, ce livre qui porte exactement le titre, Une tribune captivante, télévision, idéologie, société dans la Roumanie socialiste. Alors, vu ces deux pôles d'intérêt, ces deux spécialisations d'Alexandre Matei, on en a parlé, il a bien voulu accepter de venir de faire une conférence à la Maison roumaine, et notamment sur les liens, une sorte de présentation en parallèle de la télévision française et de la télévision roumaine, à partir, en plus ou moins de leur début, surtout du début de la télévision roumaine, donc des années 60, on peut à nos jours. Il mettra l'accent, si je crus bien comprendre, sur la partie jusqu'en 89, mais ça ne l'empêche pas de jeter un regard et signaler les changements importants qui sont intervenus après. Il a pu mettre en évidence plusieurs étapes dans cette évolution qui est partie dans les années 60-70 dans une sorte du développement de relations entre les deux télévisions qui, malgré le fait qu'elles se trouvaient d'un côté et de l'autre du rideau de fer, ne se trouvaient pas en conflit, un conflit qui a éclaté après l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir et ce conflit au moins apparent, sinon réel, entre Ceausescu et Moscou. Et alors, je m'arrête là parce qu'on trouvera beaucoup de détails, notamment sur la généralisation de ce qu'on appelle la télévision de niche, mais Alexandre Matei nous parlera de cela. Je le remercie. Je note encore qu'il est connu pour ses livres dont je viens de parler, mais également comme chercheur au Collège Nouvelle Europe, où on s'est pas mal arrêté sur ses recherches. Merci d'être avec nous, Alexandre, et vous avez la parole. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, je vous remercie énormément de m'avoir invité. Je suis heureux d'être là devant vous. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Si je peux me permettre juste un peu. Tu es un enseignant, alors ta voix doit porter. Hein, parle. Bon, alors, j'espère être à la hauteur. Sinon, on a un micro si tu préfères. Vos attentes. Si vous voulez que je parle au micro, c'est mieux. Oui, c'est mieux comme ça. Bon. Mais tu peux tu peux rester assis et tu prends le micro. Je ne vais pas en fait tenir une allocution, mais oui. Je vais parler en tant que chercheur assis. Donc, je suis heureux d'être là parmi vous. Je suis heureux et honoré à la fois d'être là, d'avoir bénéficié de l'invitation de la Maison roumaine et de M. Alexandru Herle. Oui, j'ai commencé par être un spécialiste de littérature française contemporaine, sur laquelle j'ai publié un livre en Roumanie et puis un livre qui est en fait ma thèse publiée ici, chez l'Harmattan, bien sûr. Depuis 2010, je me suis intéressé à l'histoire de la télévision roumaine à l'époque socialiste, en employant en général le nom de socialiste et non pas communiste, parce que le communisme, c'était l'utopie qui n'était pas encore réalisée. Donc on s'entend à dire, quand on parle des médias, que le rideau de fer partageait, en fait, départageait une région socialiste, les pays socialistes, et une moitié capitaliste, une moitié démocratique ou capitaliste. Alors, bien sûr que sur la télévision française, beaucoup de choses sont déjà connues, et depuis longtemps, puisque les études qui portent sur son histoire ont commencé à
ont commencé à apparaître à partir des années 80 et puis à partir des années 90, elles ont commencé à pulluler, elles sont très nombreuses de nos jours. C'est pourquoi ce que je veux dire de la télévision française est somme toute assez banal. En ce qui me concerne, enfin, donc, ce sont des choses qui ont déjà été dites. Mais pour être symétrique en quelque sorte, donc je vais commencer par l'histoire de la télévision française, les débuts, et puis je vais passer à la même époque, et je parle là des années 50 surtout, 50, début des années 60. Je vais donc parler des débuts de la télévision roumaine. Il y a entre les deux une sorte d'écart de 10 ans, plus ou moins. Vous allez voir. Alors, comme tout le monde sait, la télévision devient un phénomène de masse dans les années 50. Dans les années 50, oui. J'ai esquissé quelques petites remarques sur les débuts donc, de la télévision française qui a bénéficié d'une aide technique allemande, en fait, parce que ses débuts datent depuis l'époque de l'occupation nazie. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si la radio n'était pas monopolisée par l'État avant la guerre, elle l'est ensuite. Donc, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a un monopole d'État sur les médias. Ici, et cela constitue déjà une première convergence entre ce qui se passe à l'Est et ce qui se passe dans le français. Bon, ensuite, un petit cadre historique et conceptuel. Historique et conceptuel, oui. Du point de vue conceptuel, on a deux grands types de télévision commerciale et de type service public. La télévision d'État est toujours une télévision de type service public, mais selon les positionnements géographiques, géopolitiques plutôt, on peut les diviser encore une fois en télévision d'État, en télévision monopoliste et télévision service public, dont le modèle le plus connu bien sûr est celui de la BBC. Il y a plusieurs variables qui font que, chaque pays adopte un certain type de télévision. Par exemple, les États-Unis, qui sont énormes, ne pouvaient pas avoir un réseau national unifié. La télévision aux États-Unis commence comme un réseau de télévision régionale et locale. Et donc, leur fonction est différente en fait par rapport à ce qui se passe dans des pays plus petits. C'est d'ailleurs le cas dans l'URSS où il y a plusieurs télévisions régionales, mais il y a bien sûr l'Ostankino, la télévision de Moscou qui commence de plus en plus à patroniser, à surveiller, à contrôler de plus en plus en fait ce qui se passe dans les chaînes régionales. Bon, là je vous ai donné quelques titres concernant l'histoire de la télévision française. Comme vous voyez, au début, comme chez nous, en fait, il y a eu des livres personnels, de mémoire, de livres en fait, écrits par des journalistes. Mais puis, à partir des années 80-90, surtout
sous la plume de Jérôme Bourdon, que vous avez cité vers le bas de la page. On a fait des histoires politiques institutionnelles, peut-être non pas tout de suite culturelles, de ce qui s'est passé au cours de l'évolution de la télévision française. J'ai noté là en bas un livre qui appartient à une spécialiste de la réalisation des émissions, ce qu'on appelle l'âge d'or de la télévision. C'est en fait une période qui, là vous avez 45-75, mais qui en général comprend les années 60, là où l'institution de la télévision n'était pas encore dominée par les politiques et d'ailleurs ni par l'argent, et donc les gens étaient plus libres, ils s'inventaient beaucoup plus, et c'était une sorte d'école de liberté. Bon, les années 50 donc, en France il y a quelques données que vous avez là. Tout d'abord, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'appareils, il y a des claps qui fonctionnent. Je fais une petite parenthèse, c'est la même chose qui a fonctionné en Roumanie tout de suite après la chute de Ceausescu. Il y a eu au lieu du cinéma, il y avait des salles vidéo pour regarder des cassettes vidéo. En fait, c'était la même chose dans les années 50 avec les programmes officiels de télévision ici, puisque bon, les appareils manquaient, comme je disais. En 52, vous avez l'apparition de la télévision éducative, ce qui a été un projet important partout en Europe et aux États-Unis également dans les années 60, mais qui a échoué parce que, bien sûr, puisque la télévision s'impose de plus en plus comme un média de masse, mais individuel à la fois. Et donc, cet essai de transformer ce média dans un média éducatif ont échoué, mais ils sont importants. D'autres données qui disent qu'en fin de compte, vers la fin des années 50, en France déjà, la télévision devient un phénomène de masse. Il y a des sondages, il y a des titres d'émissions avec lesquels le public s'était habitué, donc le phénomène existe déjà. Ensuite, là il y a quelques déclarations qui font partie de l'idéologie de la télévision du type service public. C'est-à-dire, tout d'abord, on veut que la télévision ne soit pas un art bourgeois. On veut donc qu'elle soit un art du peuple. En fin de compte, ce qui est important là, c'est qu'en Europe, ce type de télévision est l'héritier de l'idée culturelle des Lumières. Il faut reprendre la culture dans les masses, et il se trouve les gens qui géraient l'institution de la télévision pensaient qu'ils ont en fin de compte trouvé les moyens de culturaliser les masses de manière agréable et efficace. Avant d'être un média d'information comme
elle allait l'être et comme elle les considérait un peu aujourd'hui encore. La télévision était une institution culturelle. Elle était une institution culturelle aussi à cause des contraintes techniques qui empêchaient l'enregistrement, c'est-à-dire qu'au début, on transmettait seulement en direct des spectacles. Donc, c'était un média culturel tout d'abord. Bon, et puis, en fait, la télévision devient politique de plus en plus informative, ainsi de suite. Il y a une citation là de Claude Santelli dans la télémagazine que j'ai consulté il y a un an. Voilà, je cite Claude Santelli pour son utopisme là, qui dit que le téléspectateur, qu'il sorte de son usine ou qu'il revient de ses champs, non seulement accepte en remarque faire des arts, mais très vite il prend goût. C'était une utopie, bien sûr, mais il est intéressant donc de voir combien ce type d'institution rejoignait l'utopisme des Lumières, qui était encore donc en vogue en Europe. Bon, et on passe maintenant, là il y aura un parcours un peu plus long, on passe à ce qui s'est passé chez nous à partir de la fin des années 50. J'ai choisi, puisque je trouve cela très important, j'ai choisi de commenter un peu les 9 remarques que Cornelius Castoriadis fait en 1981 aux États-Unis, quand il parle de ce qui reste du projet communiste après la mort de Staline. Ce qui est très important, c'est qu'à l'Est, l'institution de la télévision apparaît partout en même temps que les dégels bolcheviens. Donc, je pense que l'histoire de la télévision à l'Est se serait développée peut-être d'une autre manière si elle avait commencé comme à l'Ouest dans les années 45, 47, etc. Mais comme l'institution commence à se développer à partir du milieu des années 50, tout ça se passe après Staline et la destinée en fait de la télévision à l'Est est marquée par l'époque de cette émergence. Bon, donc là il y a les caractéristiques que Cornelius Castoriadis en fait formule de l'époque post-stalinienne. Et en lettres cursives, c'est mes remarques en ce qui concerne le cas particulier de notre pays. C'est-à-dire, bien sûr, on assiste à une sorte d'apprivoisement du communisme. Bon, chez nous, ça remonte aux années 63-64. On assiste ensuite à la disparition du délire, mais du délire idéologique. Cornelius Castoriadis met comme ça, mais il est évident que chez nous, dans les années 70, il y a eu une reprise de ce discours délirant, notamment avec une chanson célèbre que vous connaissez sans doute, le quinquennat l'an 4 en demi, qui a été diffusée à la télévision d'ailleurs. Ensuite, le mépris de l'efficience qui était une caractéristique de la période de Staline n'est plus là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de relâchement, ce qui est encore une fois vrai pour la Roumanie des années 60, mais ce qui ne l'est plus par la suite. La propagande officielle produit un torrent incohérent de mensonges subalternes
Oui. C'est-à-dire en fait que le discours devient plus varié. Tout de suite, qu'est-ce qui... voilà, ça j'avais oublié. Ça c'est une parenthèse, j'ai intercalé une image du retrait des troupes soviétiques de Bucarest en 1958. Il y a un film à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, que j'ai pu voir. Donc c'est le retrait des troupes soviétiques en 1958. Un événement important qui se passe en même temps, en quelque sorte, que l'émergence de la télévision. Ensuite, décomposition et mort de l'idéologie. Ce qui est encore une fois vrai, sauf que c'est justement cette agonie idéologique qui est remarquée par Ceausescu et par ses conseillers, dont Dumitru Popescu qui est le plus en vue. Il essaye de transformer la télévision dans une tribune captivante, donc dans un dispenseur de discours idéologiques. Pour moi, ça c'est une des raisons en fait, principales pour la décadence, l'agonie de la télévision dans les années 80. La volonté d'imposer à la télévision une mission impossible qui était celle de produire un discours idéologique aussi rigide que celui de l'époque de Staline. Et là, il y a une remarque que je fais aussi. Les émissions